Hi everyone, good morning. Bonjour à tous, quel que soit l'endroit dont vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette session sur le thème de l'atteinte des enfants zéro dose dans les milieux ruraux isolés. Donc, cette séance s'est enregistrée. Vous pourrez recevoir les versions dans ces deux langues, anglais et français, et les présentations. Et également ce sera également diffusé sur TechNet-21 et également avec la pratique enfant zéro dose. Donc, il y a également de l'interprétation en français. Pour ce faire, utilisez la petite planète que vous allez trouver sur le bas de votre écran, cliquez dessus et validez. Vous aurez donc l'interprétation et n'oubliez pas de valider. Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer sur le globe qui se trouve en bas de votre fenêtre Zoom, sélectionnez donc sur interprétation, sélectionnez la langue français pour pouvoir avoir l'interprétation dans la langue que vous souhaitez. Please also ask your questions. De plus, posez vos questions au cours de la présentation. Vous pouvez le faire en utilisant la petite fonction questions-réponses que vous trouvez en bas de votre écran. Vous pouvez également utiliser le chat pour vous présenter. Je vois déjà, et ça fait plaisir, beaucoup de monde d'un peu de partout, beaucoup de gens qui se présentent du Mali, de la Mongolie, de la Somalie et du Nigeria. Vous pouvez également utiliser cette boîte de chat pour me contacter si vous avez des difficultés techniques. S'il y a un souci de son ou de connexion, n'hésitez pas à utiliser cette boîte de chat et j'essaierai de vous prêter toute mon aide. Merci infiniment et j'espère que vous allez bien apprécier cette séance et je vais donner la parole à Samir sans plus attendre. Bonjour à tous, je suis Samir, je travaille ici à l'OMS. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler à savoir comment atteindre les enfants zéro dose en milieu rural isolé. Nos présentateurs distingués d'aujourd'hui seront Sangwe Clovis Nchijo. Il est donc associé au programme de vaccination Cameroun pour le CHAI. Également, Murtar Abdi Choubé, qui est responsable du programme PEV au niveau du ministère fédéral de la Santé en Somalie. Il y aura également Mohamed Farid, qui est officier médical pour OMS Somalie. Et nous terminerons par Lisa Hout, qui est donc technicienne officer au niveau de Johnson Inc. JSI. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci. Alors, après les questions que nous avons eues la semaine dernière, j'aimerais donc vous donner quelques-unes des réponses aux questions qui ont été posées dans la boîte de dialogue. Alors, l'idée est vraiment d'atteindre des enfants qui ne reçoivent pas de vaccination de routine. Donc, ce sont des enfants non vaccinés. Et c'est vraiment un point d'entrée pour parvenir à l'équité vaccinale. Et souvent, on nous pose la question à savoir comment est-ce qu'on peut mesurer cela, comment est-ce qu'on peut suivre cette tendance. Alors, au niveau national, nous utilisons un proxy pour ce faire. Et avec cet indice, nous pouvons calculer les enfants zéro dose en prenant notre couverture DP1, par exemple. Si vous avez 80% de couverture, vous le divisez par 100 et vous avez votre nombre d'enfants survivants. Donc, ces 20% seront multipliés par le nominateur des enfants survivants. C'est la formule de base. En revanche, il peut y avoir des différences au niveau de DP1, au niveau régional ou national. Vous pouvez utiliser vos informations nationales. Alors, par rapport également à la population estimée par les Nations unies. Mais c'est également important parce que l'on parle ici d'un ordre du jour, d'un agenda de l'équité. Ce sont des communautés souvent dans lesquelles il n'y a pas de vaccination possible. Donc, il y a
un phénomène de cluster de ces communautés. Elles sont dans des régions pauvres et isolées et parfois ce sont des zones de conflit. C'est la raison pour laquelle dans cette série de webinaires, nous essayons en fait de traiter de tous ces différents facteurs. Et dans tous ces environnements, la pratique zéro dose a également pu diffuser ses propres webinaires et je crois que c'était en juin et vous pouvez les trouver sur la pratique des zéro doses. Merci de passer à la diapo suivante. Et c'est une ressource ici, une ressource supplémentaire, mais ce qui a surtout trait à la communauté zéro dose et la pratique. Vous avez là un moyen de pouvoir participer des expériences. Il y a des webinaires qui sont postés sur le site Internet. Il y a bien sûr des documents précédents. Si vous n'avez pas encore communiqué, si vous n'êtes pas allé sur ce site Internet, je vous invite à le faire. Je vais donc maintenant passer la parole au prochain intervenant qui va vous parler de la situation au Cameroun. Sangwe, c'est à vous, vous avez la parole. Bonjour, merci. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui. Pardon. Une approche rentable pour cartographier les clusters d'enfants zéro dose au Cameroun à travers de l'analyse QGIS. Merci de passer à la diapo suivante. Je vais parler brièvement du plaidoyer pour l'action, des objectifs, de la méthodologie et des résultats et considérations clés pour l'avenir. Diapo suivante. Il y a eu donc un programme au niveau de la PEV, il y a eu donc une enquête, là nous parlons du plaidoyer pour l'action, une enquête a révélé que sur 6 districts urbains, 358 bidonvilles identifiés, il y avait 903, 33% d'enfants sous-vaccinés et d'enfants à zéro dose. C'est à savoir, plus de 1000 enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccination ont été vus dans ces Cependant, compte tenu des ressources limitées en matière de santé dans le pays, il était absolument nécessaire d'identifier et de prioriser les communautés pour une action à fort impact. Merci de passer à la diapo suivante. Nos 3 objectifs. Le premier est d'améliorer l'identification des zones de santé avec des clusters d'enfants zéro dose qui sont piégés, entre guillemets, dans des communautés manquées en utilisant des scores composites au niveau de 8 unités. Le deuxième objectif était d'obtenir des informations sur les caractéristiques des zones de santé avec des communautés que nous n'avions pas atteintes. Et enfin, au niveau du 3, c'était soutenir le PF camerounais pour prioriser les zones de santé pour atteindre les enfants 0-12. Diapo suivante. Bien. L'approche traditionnelle du comptage des enfants avait besoin de plus d'1 million de dollars de budget pour identifier et prioriser les clusters. C'est la raison pour laquelle nous avons adopté une approche en 3 volets. Premier volet, c'est de générer des scores qui peuvent être utilisés comme une approximation de la probabilité de trouver des enfants zéro dose dans une communauté avec le logiciel QGIS. Ensuite, il y a l'identification et le classement des zones de santé de ces communautés manquées avec un critère à fort impact. Et enfin, une priorisation, une caractérisation de 20 domaines sanitaires principaux. Nous avons en premier indicateur, nous avons donc une forte proportion d'enfants non vaccinés avec le DPT1
En tout cas, c'était basé sur la définition zéro dose par le Gavi. Ensuite, les pour nous, les localités difficiles à atteindre dans les zones rurales sur des superficies inférieures à 2 km², ce sont des petits et qui sont situés à moins de 15 km d'une installation permettant des services de vaccination. Dans ce cas, la communauté bénéficiait de sessions de vaccination fixes. C'est entre 4 à 15. Il y a également, au-delà de cela, il y a des vaccinations mobiles. Pour les villes, le rayon est 10 km. Pourquoi? Parce on s'est rendu compte que la distance n'est pas forcément le point unique. Alors, il faut au Cameroun, 1 km, cela équivaut à 15 centimes. Donc, si vous avez une famille qui vit en deçà du seuil de pauvreté, cela cause une difficulté. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes également intéressés aux bidonvilles dans ces ressources, dans ces chiffres. Merci de passer à la diapo suivante. Pour illustrer tout cela et comment nous avons pu identifier des communautés difficiles à atteindre. Tout d'abord, nous avons engagé une localisation des établissements de santé, points de vaccination. Ensuite, nous avons estimé un périmètre de 15 km autour des établissements de santé. Ensuite, nous avons décidé de superposer la zone de chalandise sur l'emplacement des foyers. Et ensuite, nous avons identifié les zones d'habitation situées au-delà de 15 km pour additionner la surface totale de l'unité administrative. Merci de passer à la diapo suivante. Merci. C'est une illustration de la génération d'un score de données composite. Tout d'abord, la première image en rose, nous avons l'unité administrative avec une faible couverture des TP1. Dans la deuxième image, en bleu, nous avons des zones difficiles d'accès avec les plus foncées sur les plus difficiles d'accès. Et enfin, en mauve, nous avons les unités administratives les plus susceptibles d'avoir plusieurs enfants à zéro dose. Cette analyse a été faite à travers le QGIS. Diapo suivante. Nous avons eu des résultats extrêmement intéressants. D'abord, nous avons vu qu'il y avait des enfants zéro dose dans chaque région camerounaise, mais nous avons également réalisé qu'il y avait des régions où il y avait davantage de clusters d'enfants à zéro dose, la région du nord-est et les régions du sud également, du sud-ouest. Ici, vous avez donc des zones avec des très faibles probabilités de trouver des enfants zéro dose, tandis que en fonction en fait de la couleur de cette cartographie, vous allez pouvoir comprendre là où vous risquez de trouver des enfants zéro dose. Et c'était intéressant parce que au-delà de cela, nous avons décidé bien comprendre ce que sont ces communautés. Donc, nous avons mené des entretiens approfondis au niveau opérationnel avec des responsables de vaccination. Nous avons pris 20 zones prioritaires où nous avons trouvé 520 communautés ou villages au sein de ces zones qui n'étaient pas couvertes par un service de soins de santé. Il y avait également 80% de ces villages n'avaient pas de personnel de soins de santé. Par exemple, il n'y avait que 3 infirmières et la plupart de la moitié n'avaient pas non plus de réseau
de connexion Internet ni de facilité électrique. C'est la raison pour laquelle nous appelons ces communautés des communautés manquées. Diapo suivante. Par grâce au travail pilote que nous avons engagé et nous pourrons partager, tout d'abord, pour faire cette analyse, il fallait inclure pour les villes, pour ceux qui avaient des proxys à dose zéro en milieu urbain, cela aurait été mieux d'inclure les coûts de transport jusqu'à une clinique, par exemple, ou un centre de vaccination, également prendre en considération les bidonvilles, etc. De plus, nous avons eu beaucoup de difficultés à identifier les emplacements de services, d'installations qui disposaient de services de vaccination. Nous pensons qu'à l'avenir, une liste de ces établissements nous épargnerait beaucoup de temps. D'autre part, nous avons réalisé qu'il aurait pu être très utile d'utiliser des approches plus axées sur l'humain pour mieux comprendre les communautés et pour comprendre ce qui déclenche également ces zéro doses, mieux comprendre les communautés à travers les fonctions humaines pour avoir une cartographie plus précise. Et également, on travaille à l'heure actuelle à réaliser des processus d'identification plus précis pour prendre cela à l'avenir, prendre ça en considération à l'avenir. Diapo suivante. Merci pour votre attention. Merci infiniment, Sangwe. J'aimerais maintenant passer à notre prochain orateur, à savoir Mokhtar Abdi Choubey, qui est donc responsable PEV au ministère fédéral de la Santé en Somalie. Merci beaucoup. Bonjour, chers collègues. Mon nom est Mokhtar Abdi. Je suis donc le responsable national PEV au niveau du ministère fédéral de la Santé. Ma présentation va s'atteler aux communautés somaliennes avec des défis en matière de vaccination et notamment à travers les différentes sécheresses que nous connaissons. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bien, super. Notre pays est confronté à des défis multiples, notamment au niveau sanitaire. De plus, il y a donc des sécheresses, des conflits et des épidémies. De plus, nous avons l'impact du changement climatique, une urbanisation rapide, une insécurité alimentaire et une augmentation de la pauvreté. Et au cours des 3 dernières décennies, notre pays a subi des guerres civiles avec des disruptions des moyens de subsistance et également des restrictions au commerce et à l'accès humanitaire. Tout ceci, le COVID-19 a également eu un impact sur notre pays et a fait reculer les tendances que nous avions pu voir à l'amélioration au cours des dernières années. Diapo suivante, s'il vous plaît. La situation actuelle de la sécheresse en Somalie est très forte, très récurrente au centre du pays. Il y a eu donc une absence des saisons des pluies prévues pour la 4e année consécutive.
Et aujourd'hui, près de 55% de notre pays est déjà affecté par une grave sécheresse, soit en juillet, 7,8 millions de personnes ont été touchées par la sécheresse. De plus, nous avons plus d'1 million de personnes sont déplacées à cause de ces sécheresses et également des conflits auxquels nos pays sont confrontés. Il y a depuis de janvier à juin, il y a également des taux de malnutrition qui ont augmenté de 48% auprès des enfants. Diapo suivante, merci. Je vais donc maintenant passer la parole à Mohamed Farid. De plus, par rapport à ce que Mokhtar a dit, par rapport à la situation en Somalie, alors depuis 2017, il y a eu donc différentes épidémies. Il y a eu également le COVID-19. Notre pays, avec le soutien des partenaires humanitaires, il y a eu donc des activités de réponse qui donnaient la priorité aux plus vulnérables. Donc, nous avons 101 équipes de sensibilisation intégrées qui sont déployées, composées de 5 personnes chacune. Ce package, donc ce package intéresse les équipes d'amélioration de la qualité et donc des équipes intégrées. Il y a des vaccinations de routine, de la distribution de vitamine A, il y a un dépistage nutritionnel, des vermifuges et également de la vaccination contre le COVID-19. De plus, il est important de mentionner que ces équipes sont composées d'agents de santé communautaire. Merci de passer à la diapo suivante. Alors, quels sont les résultats de cette équipe de sensibilisation intégrée à partir de mars et jusqu'à août? On a identifié plus de 57 900 enfants zéro dose. Ces enfants ont été donc identifiés et vaccinés. C'est une opportunité excellente pour les vacciner pour d'autres choses. Le club BCG a été fourni et administré un niveau de 31 880 doses. Le Penta 1 au niveau de 57 958 doses. Plus de 50 IPV1 au niveau de 43 620 et IPV2 31 502 et donc MCV 1, moins 1, 59 950, MCV2, 39 125 et TD2, 21 939. Et ceci, c'est un résultat de ces équipes de sensibilisation intégrées qui ont été particulièrement bien sélectionnées. Parfois, c'est difficile d'avoir des gens qui puissent prendre cela en charge au niveau communautaire et pour trouver ces gens aux beaux endroits. Donc ça, c'était vraiment des choses importantes à considérer. Et également la gestion de données pour s'assurer du bon approvisionnement. Et merci de passer à la diapo suivante. De plus, le pays a contribué à l'accélération des activités de vaccination de routine. Parfois, les gens passent d'un district à l'autre et pas forcément pour se rendre là où ils sont supposés le faire. Donc, il y a eu un déploiement d'équipes, hein,
Au total, plus de 2000 enfants ont reçu la vaccination du BCG, 4122 ont reçu du Penta 1, 2373 du Penta 3, 3691 de l'IPV et 1926 enfants ont reçu un vaccin contre la rougeole. Donc, ceci, il y a donc le fait d'avoir eu le COVID-19 a permis également une meilleure cartographie des différents districts. Diapo suivante. Pour le COVID-19 et le choléra, il y a également des difficultés pour la Somalie, mais il y a eu ces derniers temps une accélération et jusqu'à présent, il y a eu plus de 5,1 millions de doses administrées. 18,8% des personnes ont un schéma vaccinal complet, 55% sont des hommes. Il y a eu 2 séries d'OCV qui ont été menées dans 9 districts et près d'1 million de personnes ont été vaccinées. Il y a également un autre élément sur 7 autres éléments, ce sont les séries d'OCV avec 9 districts et 3, avec 3 doses. Nous recueillons à l'heure actuelle des données à travers un outil électronique. C'est nouveau pour la Somalie à travers l'expérience des activités de réponse contre le COVID-19. Merci de passer à la diapo suivante. Comme Mokhtar l'a dit par rapport au cas de rougeole 2022, et donc grâce à l'intervention rapide et le signalement des cas, nous avons pu agir rapidement et il y a eu plus de 1,2 million d'enfants âgés de 6 à 59 mois qui ont reçu une dose supplémentaire de vaccin contre la rougeole et de la vitamine A, pardonnez-moi, dans tout le pays. Merci de passer à la pause suivante et j'en ai fini. Merci pour votre écoute. Je vais maintenant demander à Lisa Haute de nous parler de l'expérience en Éthiopie. Merci infiniment. Bonjour à tous. Je suis Lisa Hood, je suis responsable technique principale et je travaille avec JSI. Et je suis ravie de vous présenter ma présentation sur ce qui fonctionne pour atteindre les populations rurales et nomades isolées. Et ce sont plus de 10 ans d'expérience et ce sont les leçons tirées du projet UIFHS du JSI en Éthiopie. Laissez-moi d'abord vous donner un contexte, le contexte de l'Éthiopie. Il y a beaucoup de zéro dose et beaucoup d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés ou qui ne possèdent pas un schéma vaccinal complet. Par rapport aux zéro dose, l'Éthiopie a un problème encore plus important, à savoir le plus grand nombre d'enfants zéro dose travaillent dans des zones isolées avec des enfants qui travaillent qui vivent dans des communautés qui sont très difficiles à joindre et ce sont parfois également des communautés nomades. Je voulais vous donner une vue d'ensemble du contexte en Éthiopie, de notre projet et également le fait de pouvoir atteindre chaque enfant à travers des méthodes d'amélioration qualité. Il y a une petite vidéo, merci d'appuyer sur play. Parvenir à l'équité dans les soins de santé demande à avoir un accès pour tous. Mais quand on parle de vaccination, l'inéquité se conserve. Au cours d'une décennie, on a atteint un plateau.
avec plus de 17 millions d'enfants non vaccinés. Et l'Éthiopie se classe 6e pour les enfants zéro dose. Ce sont des communautés nomades, ce sont des communautés isolées et parfois il est difficile d'avoir accès à de bons soins de santé. Et pour ce faire, le JSI et le ministère de la Santé éthiopien sont parvenus au RAID QI. Il s'agit là d'atteindre chaque district à l'aide de méthodes d'amélioration qualité. À travers du microplanning, on demande à des personnes de faire part, de se joindre à des équipes d'amélioration de la qualité et cela nous permet de reconnaître, de mieux cartographier où il y a des besoins et cela permet également de pouvoir tracer les enfants qui ne sont pas vaccinés. Et pour la première fois, il y a eu un premier compte. On a pu savoir exactement le nombre d'enfants à atteindre. Les responsables, ceux qui travaillent, les travailleurs de soins de santé, on peut ensuite définir un programme, une supervision et pour mieux également planifier et mieux organiser les services de soins de santé. Puisque nous avons plus de 10 ans de réussite en la matière, nous avons maintenant ce programme REDQI diffusé, déployé dans tout le pays. C'est vraiment une méthode pour pouvoir parvenir à l'équité en matière de vaccination. Pour en savoir davantage, voici les coordonnées du site Internet. Merci, Liviana. Vous aviez donc pu voir en grande ligne ce qu'est le REDQI. Alors, notre approche en Éthiopie a été vraiment de renforcer atteindre de districts à travers l'amélioration de la qualité, de manière à ce que chacun de ces éléments puisse être opérationnel. On voit souvent que dans certains pays, quand un élément de RAID est opérationnel et que les autres ne l'en sont pas, cela reste difficile pour pouvoir atteindre les communautés où il y a des enfants zéro dose. Je ne vais pas parler beaucoup de cette diapo, mais chaque élément, chaque volet de cet outil a été intégré par rapport à cela. J'aimerais donc peut-être parler davantage de la diapo suivante et la manière de pouvoir engager les membres des communautés à s'approprier le projet et à instaurer la confiance. Ces communautés ont vraiment un accès très limité aux services de soins de santé. L'idée est vraiment de les relier. Donc, nous avons un processus, un coprocessus où des membres de communautés parlent aux populations cibles et les services. Ils font le lien avec les services de santé et de manière à ce que ces membres des communautés puissent identifier les points de difficulté et les points de facilité. Et ensuite, ils travaillent pour mobiliser, pour pouvoir ensuite vacciner, assurer un suivi et ensuite vraiment donner une responsabilité aux services sanitaires. Il faut également des données et des preuves de manière à pouvoir mettre en œuvre des activités. Au sein de ces communautés, on s'est rendu compte qu'il est vraiment important de fournir des services de qualité pour pouvoir répondre à la demande. C'est une question de confiance également. Je ne pourrais pas insister autant sur à quel point il est important d'avoir des stratégies qui permettent d'atteindre ces populations. Il faut avoir des services mobiles. Nous n'avons pas forcément l'argent, les ressources et le temps, les incitations pour parvenir à ces communautés. Nous avons fait une analyse
Nous avons vu que 51% des sessions planifiées étaient des stratégies de proximité mobiles qui représentaient qui ciblaient près de la moitié, à savoir 47% de la population. Nous avons co-réalisé un plan pour pouvoir avoir des personnes responsables, des travailleurs sanitaires qui puissent ensuite parvenir jusqu'à ces communautés. Un plan est un bon plan que si vous pouvez le déployer. Diapo suivante. Il était important de vraiment construire ces équipes d'amélioration de la qualité et de pouvoir résoudre des problèmes d'offre et demande. Il fallait donc qu'elles soient formées à partir des structures communautaires existantes. Les EAQ également devaient utiliser des outils pour identifier les goulots d'étranglement, rechercher des solutions locales et suivre les progrès accomplis. Diapo suivante. Nous avons également investi en une approche multiforme de renforcement des capacités pour améliorer la qualité des services, de la programmation et des services. Si vous générez de la demande, vous voulez le faire en tout cas, vous devez pouvoir répondre à part des services sanitaires à la hauteur. Et comme on le sait, si vous ne faites que de la formation, vous n'allez pas renforcer vos capacités. Il faut des meilleures pratiques. Il faut renforcer par du mentorat, par de la formation sur place. Il y avait vraiment soutenir un système par le renforcement des capacités et ce, sur le long terme pour s'assurer que ces services allaient être pérennes pour ces communautés. Et ce n'est pas simplement le renforcement des capacités, mais également s'assurer que tout le système les soutient, qu'ils aient les outils, etc., pour qu'ils puissent faire un excellent travail. Diapo suivante. Fallait également une assistance technique à tous les niveaux, national, régional et au niveau des établissements. Pour pouvoir parvenir à ces communautés, il fallait travailler au niveau local, bien sûr. Il fallait en fait recueillir des éléments probants pour pouvoir avoir du poids au niveau national. Il fallait également cela nous a permis de pouvoir générer une approche du REDQ1 au niveau des directives nationales. Et on s'est rendu compte qu'il était national pour les travailleurs sanitaires au niveau local pour qu'ils puissent travailler. C'est-à-dire, il faut construire des activités et les intégrer dans leur travail et ensuite les renforcer par leurs superviseurs. Ça, c'était important. Les travailleurs sanitaires ils sont vraiment flexibles. Si on leur demande des choses pour lesquelles ils n'ont pas de suivi, alors le travail ne sera pas fait. Vraiment, l'idée était de renforcer le management, soutenir les efforts pour la durabilité de cette programmation et ce au niveau national. Diapo suivante. Alors que nous étions vraiment dans la stratégie de parvenir à ces enfants zéro dose, nous avons vu qu'un financement durable du système de santé qui inclut l'engagement de la communauté dans la micro-planification et les acquis des établissements de santé, c'était important. Les services doivent pouvoir répondre aux besoins des différentes communautés. Nous devons également reconnaître que ça coûte davantage pour parvenir à ces communautés. Donc, il faut du plaidoyer, il faut du financement pour y parvenir. Et nous menons également du plaidoyer pour améliorer les établissements et pour renforcer les systèmes de soins primaires et ce à tous les niveaux. Diapo suivante. C'est la fin de cette présentation. Cela a été difficile de résumer 10 ans de travail en 10 minutes, mais nous avons à vous proposer différents outils. Nous avons des fiches sur l'équité, stratégies et recommandations pour améliorer l'équité et atteindre les zéro doses.
nous avons beaucoup de documents et un site Internet. Donc, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à les consulter. Merci, Lisa. J'aimerais remercier tous nos orateurs aujourd'hui. Monsieur Nchiro Jangwe Clovis, également Mukhtar Abdi Choubé de Somalie, également Mohamed Farid de l'OMS Somalie qui nous a montré ce que c'est que les approches intégrées et enfin Lisa Haute avec l'amélioration des méthodes d'amélioration qualité pour une meilleure équité face à la vaccination. J'aimerais maintenant peut-être ouvrir la période de questions-réponses. N'hésitez pas, vous pouvez également les écrire dans la boîte de dialogue. Et je vois déjà qu'il y a différentes questions. Merci pour votre présentation, Sagwe. Il y a une question qui est récurrente. Est-ce que vous avez eu des difficultés au niveau de la qualité des données ou est-ce que c'était des données administratives? Comment est-ce que vous avez résolu la question des données? Très bonne question. Merci infiniment pour cette question. Bien sûr, nous avons des difficultés avec la qualité des données, mais c'est quelque chose que ne nous a pas échappé. D'abord, ce sont les communautés manquées dans les zones de conflit avec les populations nomades, mais il y en a d'autres. Il y a des communautés qui n'ont pas des services à la hauteur. Et quand on s'intéresse à la couverture des TP1, disons en 2009, ce sera pratiquement la même en 2013, en 2020. Donc, même si nous avons eu des difficultés avec la qualité des données, nous avons décidé de les utiliser. Nous avons choisi la date 2019 où nous avions des données assez exhaustives et donc nous pouvions nous assurer que la qualité était la meilleure que nous puissions avoir. Et ensuite, il faut aller sur le terrain au niveau des îlots. Nous avons eu de la coopération à niveau local. Nous avons travaillé avec leurs données. Nous avons également parlé avec les responsables communautaires au niveau sanitaire. Nous avons eu leur validation. Et donc, nous avons pu saisir la réalité sur le terrain. Et ça, cette question, en fait, chevauche un petit peu une autre des questions quand j'ai parlé des indicateurs des TP1 et on nous a demandé si c'est une méthodologie fixe ou est-ce qu'il y a d'autres approches. Alors, DTP1 sera l'indice que nous suivons au niveau mondial pour l'agenda vaccinal. Et ensuite, il y a un réseau, la couche sous-nationale, c'est là où il faut utiliser la triangulation. Et donc, bien sûr, s'il y a des méthodes innovantes, nous en sommes, nous les accueillons, bien sûr. Nous ne sommes pas entièrement fixés sur une méthodologie. Nous avons également une question de Mohamed de Somalie. Pour Mohamed de Somalie, comment est-ce que vous avez pu relever le défi dans des communautés, dans des zones de conflit ou dans des zones où il y avait des problèmes de sécurité et pour pouvoir vacciner dans ces zones-là? Merci. C'est important. Question très pertinente. En fait, je l'ai mentionné dans la boîte de chat. Nous nous sommes appuyés sur la communauté locale avec des membres de la communauté d'une certaine manière. Ils fournissent de la protection, même si ce n'est pas une sécurité assurée à 100%. Il est bon d'engager la communauté dans la sélection et également d'avoir des équipes sur le terrain. Merci pour votre question. Bien sûr, autrement, c'est difficile, très difficile de travailler en Somalie à cause des défis sécuritaires. Et parfois, les choses ne se passent pas toujours très bien. Donc, merci Mohamed. Question suivante vous est posée à vous, Lisa.
Quel a été le plus gros défi dans la mise en place de la stratégie Red QI? Super question. Excellente question. Je pense que l'un des plus grands défis, je dirais que nous avons utilisé un processus appelé PDSA avec des cycles d'accès. C'est une approche qui avait été utilisée au niveau clinique depuis longtemps, mais l'application de cette approche au niveau communautaire, il y a des études sur le sujet, n'a pas été utilisée une grande couverture en tout cas. Nous avons vraiment travaillé avec les travailleurs sanitaires locaux, mais, mais étudier vraiment l'intervention au niveau local. Il y avait une idée locale de comment résoudre le problème. Et il fallait que les travailleurs sanitaires puissent faire eux-mêmes le suivi. Et ça, c'était difficile parce qu'après, il fallait faire en rapporter aux grandes institutions. Je pense que c'est quelque chose qui nous a beaucoup occupés. Essayer d'aider à renforcer les données locales là où elles sont, les données que les travailleurs sanitaires utilisent, qu'ils ont, les mesurer et être sûr, et également pour la mise en œuvre de ça et savoir si cette mise en œuvre fonctionne. Maintenant, une autre question pour Sankwe et sur le Cameroun. Beaucoup de gens ont été très intéressés pour votre approche pour identifier les communautés enfants zéro dose. Mais on demande comment est-ce que quel est l'usage qui a été fait de cela? Comment est-ce que les informations que vous avez pu avoir ont été intégrées dans le programme? Merci encore pour cette question. C'était un grand révélateur. Il n'y avait rien auquel nous nous étions attendus dans cela. Nous avons développé une stratégie basée sur les preuves ou comment nous pouvons parvenir jusqu'à ces communautés. C'est ce qui s'est passé au niveau stratégique. Nous avons également planifié une intervention pilote dans laquelle nous avons divisé une communauté en 3 groupes, la zone non crise, une zone non crise qui fallait des changements infrastructurels et une autre dans laquelle il fallait un renforcement des capacités. Nous avons ensuite mis en œuvre le programme pilote que nous allons certainement publier très récemment. Au niveau opérationnel, nous avons remarqué qu'il y avait, lorsque nous planifions la micro-planification, nous avons volontairement laissé de côté certaines communautés manquées et on a pu s'intéresser à des communautés particulières et également inclure, puisque nous avons fait de la micromanifestation avec eux, il fallait en fait avoir de la routine, de la vaccination de routine pour les inclure ensuite. So I think your screen has frozen. Je It's pense either que computer votre or me. I'm going to écran, assume Sangwe. c'est, I think et we lost him actually. je pense que nous l'avons perdu. Okay, so when his connection's better, he can finish his Alors peut-être que quand la connexion sera meilleure, il pourra terminer son propos. Je vais maintenant faire 2 questions en une. Jusqu'à quel point pensez-vous que d'offrir des packages intégrés de services accroît la demande de vaccination et atteindre les enfants zéro dose? Ensuite, vous avez des diapos sur d'autres vaccinations et contre le COVID-19 également. Il y a une question supplémentaire. Comment est-ce que cela impacte la demande pour la vaccination des enfants? Donc, nous allons donc poser cette question à la Somalie, à Mohamed. Oui, l'approche intégrée
nous a permis d'atteindre plus de 7 000 enfants. C'est la première fois que notre pays parvient à atteindre des enfants zéro dose. So previously, country was missing 149,000 children every year, starting 2019. So this is the Et impact of integrated l'impact services. And des then services intégrés ensuite, vaccination to the oh, le COVID-19 et sa vaccination a amélioré le taux de vaccination. many teams in different districts last year. Il y avait différents districts l'année dernière qui fournissaient des vaccinations COVID-19 et d'autres et pour 1 million de vaccins COVID-19, je pense que nous avons pu atteindre 77 000 enfants zéro dose. Donc, c'est l'avantage d'avoir eu ces services intégrés. Et quand un pays a également des épidémies de rougeole ou d'autres épidémies. Et donc, à long terme, nous avons gagné une meilleure compréhension des schémas vaccinaux dans notre pays. Merci, Mohamed. La question suivante s'adresse à vous trois. En fait, je vais peut-être commencer par vous, Lisa, mais je vous demanderai à vous trois de répondre. C'est une question intéressante sur comment beaucoup d'interventions ont été financées par des donateurs externes. Donc, quelle est votre réflexion envers la pérennité et donc éventuellement d'avoir des financements nationaux? D'abord à Lisa et ensuite je passerai à Sangwe et ensuite je reviendrai vers la Somalie. Oui, excellente question. C'est quelque chose à laquelle nous avons réfléchi, d'essayer d'intégrer tout ce que nous faisions dans le système préexistant d'infrastructures sanitaires. Donc, en fait, il faut s'assurer d'abord de ne pas ajouter des activités hors système sanitaire national. Et c'est vraiment le besoin que nous avons remarqué de s'assurer que cela fonctionnait et d'avoir des activités qui soient intégrées dans les lignes directrices nationales. Et c'est quelque chose qui doit pouvoir être mis en place au niveau national. Bien sûr, il y aura certainement des manques de financement. On s'est rendu compte qu'il faut beaucoup d'argent pour avoir des services mobiles qui puissent se rendre sur place. Et ce processus se fait à travers du plaidoyer envers des financements, trouver d'autres sources de financement, un portefeuille de planification ou d'autres donateurs qui veulent prendre en compte certains aspects de ce travail. Et donc, c'est vraiment un processus de pouvoir intégrer différents éléments, travailler dans le système sanitaire préexistant, montrer ce qui marche et ensuite avoir toute notre action intégrée dans les lignes directrices nationales. Et c'est vraiment un processus plus polyfacette dans notre cas. Sangwe, quelles sont vos réflexions par rapport à cela? Je pense qu'il faut s'assurer, atteindre les communautés manquées, c'est très difficile, c'est très cher. Donc, cela doit être prioritaire, mais pour le Cameroun ou d'autres pays avec un contexte similaire, c'est vraiment les 6 piliers de l'OMS pour avoir des stratégies au niveau communautaire qui réduisent certains de ces écarts. Parce que beaucoup de nos difficultés, c'était vraiment la distance. Donc, avoir
avoir des installations vous permettra parfois de faire le dernier kilomètre qui va vous permettre d'atteindre une communauté zéro dose ou une communauté manquée. Et ce, au niveau euh, national, que, il faudra que finalement trouver des financements nationaux. Merci. Et d'abord, Mohamed, la même question, que faut-il faire pour que ces innovations et approches deviennent pérennes? Merci. Merci pour avoir soulevé cette question pour la Somalie. La durabilité est clé parce que nous voulons pérenniser nos systèmes chaque année. Nous aurons de nouveaux enfants, bien sûr, dans notre pays. Donc, il faut que ces enfants soient vaccinés. Alors, l'intégration, c'est une approche qui nous a permis d'avoir une couverture. Mais maintenant, avec l'épidémie du COVID-19, le pays maintenant s'appuie sur des ressources locales, notamment au niveau de l'approvisionnement, ce que nous avons pu voir au niveau local, certains financements également. Mais c'est vrai que ce sont des fonds qui restent limités. Et pour payer tous ces coûts, mais le pays reste dépendant du soutien des donateurs. Mais l'amélioration des services va certainement permettre une pérennisation. Mais maintenant, nous restons dépendants de nos donateurs et des ressources locales en matière de services sanitaires. Donc, c'est ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui, mais le gouvernement est engagé. Il veut, et veut développer son plaidoyer et ses actions en faveur des services sanitaires nationaux. Non, merci, merci. J'aimerais remercier Mokhtar aujourd'hui parce que vous parlez au nom du ministère de la Santé. Donc, merci pour votre éclairage. Nous sommes pratiquement à la fin de cette heure. J'aimerais peut-être résumer ce qui a été dit aujourd'hui. Je pense que nous avons appris, ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est qu'il reste des défis. Alors, ce sont des défis qui sont présents depuis plus de 40 ans. Il y a des stratégies qui peuvent nous aider à asseoir notre agenda. Nous avons eu la présentation du Cameroun avec des technologies qui nous permettent d'atteindre les populations oubliées. Il nous faut également une approche de la manière dans laquelle nous utilisons cette technologie et comment nous définissons l'accessibilité. C'était très intéressant également cette présentation somalienne, à quel point vous pouvez accomplir des choses avec des approches intégrées, avec différents vaccins, mais vraiment sur toute la vie. Ça peut être la nutrition, la vaccination adulte. Cela vous permet d'atteindre davantage avec moins de ressources. Et enfin, avec l'Éthiopie et la présentation du GSI et le RED QI, alors il s'agit là d'atteindre chaque district avec des méthodes d'amélioration de qualité. Donc, il s'agit là d'améliorer les choses au fur et à mesure de notre progression. Et j'aimerais remercier tous nos orateurs pour des débats très intéressants. Merci pour votre présentation. Alex, je vous rends la parole si vous voulez clore. Merci Samir, merci à tous pour cette présentation, excellente présentation. Nous allons partager avec vous l'enregistrement et également les différents diaporamas. Vous devriez les avoir lundi ou mardi. J'espère que vous pourrez vous joindre à nous également la semaine prochaine
on parlera des ressources pour les communautés manquées. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore.